Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendantes. Je suis Marjorie Véron et j'accompagne les personnes à l'intelligence vive et à la sensibilité puissante qui se reconnaissent parfois dans le terme de zèbre. Je les aide surtout quand elles s'ennuient ou s'épuisent au travail à développer un projet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Magali Volpes-Bahuot dans cette conversation entre zèbres indépendantes. Bonjour Magali. Bonjour Marjorie, je suis ravie d'être là avec toi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, donc moi je m'appelle effectivement Magali Volpes-Bahuot, je suis guide en chemin de vie. J'aide des personnes hypersensibles et en quête de sens à faire confiance à leur intuition et à prendre des choix qui sont vraiment alignés sur qui elles sont vraiment et réaliser leur potentiel, c'est-à-dire selon mon vocabulaire, leur chemin de vie. Génial. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Tu as toujours fait ça ou ça a été ton propre chemin de vie qui t'a amené là? Alors, non, j'ai quand même fait ça assez rapidement, parce que ça fait quand même plus de 12 ans que j'exerce cette spécificité. Avant, j'étais praticienne de santé, mais sur d'autres thématiques, la naturopathie, la PNL, et voilà, d'autres ressources. Mais j'ai quand même eu une première vie, parce qu'évidemment, il faut le temps de se former. J'ai d'abord eu une formation scientifique, à l'issue de laquelle j'ai été botaniste dans un muséum d'histoire naturelle. Et pendant ces temps où j'ai été botaniste, en fait, je me suis formée à toutes ces techniques jusqu'à arrêter de travailler là-bas et à me lancer à mon compte il y a exactement 15 ans, mais il y a eu les enfants, il y a eu les petites interruptions. Et j'ai vraiment trouvé mon chemin de vie. J'ai osé en fait l'assumer plutôt parce que je crois que je l'avais trouvé depuis la naissance, mais c'est toujours pareil, c'est ça pour tout le monde. Je l'ai assumé il y a 12 ans et je continue de l'assumer un peu plus chaque jour. Bravo. Bravo. Tu dis que ton chemin de vie, tu le connaissais depuis la naissance. Donc tu penses qu'on a tous cette connaissance-là à la naissance. Qu'est-ce qui fait? Oui, oui, parce qu'en fait, c'est la connaissance de l'âme. Hein, pour qu'on se mette un peu d'accord au niveau du vocabulaire, euh, il y a chez l'être humain, en fait, plusieurs parts de son être. Il y a d'abord le moi. Le moi, c'est vraiment ce qui a été incarné avec ce corps-là, avec ce prénom-là, avec du coup cette expérience de vie-là. Mais nous avons aussi une âme. Et l'âme, c'est en fait le réservoir quelque part de toutes les ressources des différents moi que nous avons eus, c'est-à-dire toutes les vies antérieures en fait qui ont précédé cette incarnation, qui tissent un fil en fait de connaissance de soi. Le soi, en fait, c'est notre partie divine, lumineuse, qui est en fait notre quête. Notre quête, c'est de réussir à agir pleinement selon notre soi, avec le soutien du moi, parce que l'idée, c'est pas du tout de nier Marjorie ou Magali telle qu'elle s'est construite, mais c'est plutôt qu'elle vienne en support, en soutien en fait à cette énergie qui est beaucoup plus grande que la petite personnalité. Et on verra sûrement dans notre entretien qu'il y a un lien justement pour moi entre souffrir d'être zèbre et ne pas être connecté à son âme. Alors, je veux en savoir plus tout de suite. Eh bien, en fait, pour moi, l'idée, c'est que comment dire, avoir un super potentiel et en souffrir, pour moi, c'est en fait, ça exprime le fait qu'on n'arrive pas à trouver de direction. C'est comme si on avait une super bagnole, excellente, vraiment géniale, mais qu'en fait, on ne savait pas où aller. Et donc, forcément, on en souffre parce qu'une grosse bagnole comme ça, plantée en plein milieu d'un champ, franchement, ça n'a aucun sens, quoi. Okay. Mais si par contre, d'un coup, on a une feuille de route, puis on se dit, waouh, mais en fait, parce qu'évidemment, si on ne la fait pas avancer, c'est qu'on ne sait pas que c'est une bagnole et que ça peut rouler, on est d'accord? Donc, si d'un coup, on dit, waouh, mais Eureka, en fait, c'est ce truc-là que je suis, ça sert à avancer. Et en plus, si je vais dans cette direction, je vais trouver mon île paradisiaque sur laquelle je vais pouvoir vivre un moment merveilleux qui est être qui je suis. Du coup, c'est plus un handicap, ça devient une ressource. Et moi, c'est ce qui m'a aidée, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est cette idée de spiritualité, de transcendance qui est pour moi la solution, en fait, d'utiliser son potentiel de zèbre au profit de créer un Éden sur cette terre.
C'est beau. C'est beau. Donc, un zèbre qui souffre, c'est encore un zèbre qui n'assume pas complètement son chemin de vie. Mais qui n'assume pas, ça ne veut pas dire qu'il ne le sait pas. Mais qu'il y a encore des phénomènes d'adaptation qui font qu'il n'ose pas voir encore sa grande lumière et en tout cas qu'il n'arrive pas à la laisser diffuser à l'extérieur et donc à s'en libérer parce que finalement si on garde à l'intérieur de soi sa lumière, ça peut devenir, c'est comme le feu, hein, si on le garde trop à l'intérieur de nous, ça peut cramer quelque part, hein. Si on enfermait le soleil dans une boule métallique, ça ferait mal, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment réussir à rayonner et à trouver sa direction. C'est en ça que j'aide les personnes qui viennent me voir. C'est intéressant, on avait parlé un peu déjà, on a un parcours de vie relativement similaire avec une première partie de vie très pragmatique, avec des études assez scientifiques, rationnelles. Et puis, à un moment, sur le chemin, où on se rend compte que ça ne peut plus continuer comme ça, alors on va chercher des outils, on se reconnecte déjà à la nature par la naturopathie. La naturopathie, le nature space, le chemin de la nature. Et puis ça ouvre d'autres portes. Donc, comme moi, tu as été creuser la porte de l'esprit, la PNL, la programmation neurolinguistique, donc comprendre comment se forment les schémas de pensée, de croyances, les schémas émotionnels et comportementaux. Et puis, on se rend compte que tout ça, c'est super, mais ça vient dans un deuxième temps, qu'il y a une première étape qui est vraiment de se reconnecter à soi, à sa nature profonde, à son essence. On l'appelle comme on veut, son âme, il y a plein de soi, il y a plein de mots différents pour en parler selon les traditions, les philosophies. Mais tout réside là-dedans, et tant que tu n'as pas touché ça, tu peux nager en tous sens, ça ne sera jamais que se débattre. Donc, ouais, super clé pour les zèbres qui sont déjà un peu perdus. La clé, c'est de se mettre sur son chemin et d'oser écouter ce qu'on entend à l'intérieur, dire mais ton chemin, c'est ça, vas-y, vas-y, et d'oser, oser avancer. Qu'est-ce que toi, tu as comme clé pour oser être soi, oser s'affirmer et oser se libérer de ce carcan? La première étape, c'est effectivement la reconnexion avec notre connaissance intérieure, notre savoir intérieur. C'est-à-dire que surtout quand on est zèbre, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc, on va avoir du mal à un moment donné à faire focus sur une chose et notamment sur cet essentiel. Mais c'est ça, cet effet magique, c'est qu'en se disant, mais tiens, mais qu'est-ce qui relie tout ça en fait? Quel est le point finalement de convergence de toutes ces envies d'exploration sur les différents niveaux de mon être, que ce soit psychique ou émotionnel ou sensoriel, etc. Et c'est vrai que c'est ce que pour moi la numérologie offre, puisque c'est l'outil numéro 1 que j'utilise au quotidien, c'est qu'avec quelques chiffres issus de notre date de naissance, qui part du postulat qu'on n'est pas né un jour au hasard, mais on est né un jour bien précis, ou en tout cas, on pourrait aussi l'imaginer à l'inverse, peu importe, c'est que du moment qu'on est né à cette date-là, eh bien, ça crée tout un environnement en fait, favorable pour rayonner quelque chose plutôt qu'une autre. Et donc, la numérologie, elle permet à la fois d'avoir des réponses, mais aussi de se poser des questions. Hein, c'est quelque chose qui reste ouvert, hein, qui n'est pas du tout enfermant. Moi, je ne suis pas du tout là en tant que guide en chemin de vie pour dire aux gens, voilà qui vous êtes, ça n'aura aucun intérêt. L'idée, c'est plutôt de dire, voilà quels sont les indices que moi je connais, que je peux vous porter à votre connaissance, qui vont sûrement, clac, reconnecter à l'intérieur avec votre propre vision de vous-même. Et ça va faire le tri. Poup, poup, poup. Il y a plein de choses qui tombent par terre et hop, il y a l'essentiel qui est remis au milieu. Et ça éclaire et ça donne déjà une direction. Et à partir de ça, du coup, on peut commencer à se poser des questions sans partir dans tous les sens. Tu vois, par exemple, moi, mon chemin de vie, c'est 4. Le verbe fondateur du 4, c'est réaliser. C'est vraiment amener la spiritualité dans la matière. Donc, tu vois, à partir de ça, ça fait déjà énormément de tri. Et ça peut me dire, du coup, quelle spiritualité, à quoi je me raccroche et qu'est-ce que je veux matérialiser. Tu vois, donc, il y a des nouvelles questions qui vont arriver, mais qui vont être vraiment constructives. Puis bien sûr, au-delà du chiffre du chemin de vie, il y a plein d'autres nombres en numérologie qui vont nous donner d'autres indicateurs, d'autres précisions. L'idée, c'est donc de trouver déjà le sens, au sens de signification, pour pouvoir ensuite trouver le sens et la direction. Mm. C'est ce que tu Oui, dis.
ça. C'est pour moi, dans le chemin de vie, l'important, c'est la direction. Parce que si on connaît la direction, on va réussir à dépasser toutes les embûches. Si vous mettez quelqu'un sur un chemin sans lui dire où il va, à la premier problème, il va s'asseoir, il va être découragé. Alors que si tu lui dis, non, mais là-bas, il y a un truc génial et que tu lui donnes un peu de précision, ben, évidemment que même s'il y a une montagne qui se met sur son chemin, il va dire, mais je m'en moque, je mets tout ce qu'il faut pour fou. Parce que ce qui est nécessaire, et c'est ce que j'amène aussi beaucoup dans mes accompagnements, c'est que rien ne se fait sans volonté. Mais pas une volonté issue du mental, pas une volonté issue du conditionnement, qui serait justement tout ce qu'on a déjà mis en place pour réussir à maintenir notre potentiel. Pour moi, une hypersensibilité, c'est une sensibilité qui se contrôle. Une hyperémotivité, c'est une émotivité qui cherche à se contrôler. Une hypercérébralité, c'est une cérébralité qui cherche à se contrôler. Donc forcément, on est déjà tendu. Donc ça, c'est une volonté qui n'est pas au service de l'harmonie de l'être. Donc l'idée, c'est au contraire de réussir à lâcher le contrôle et en tout cas de le poser au bon endroit. Je pense que le contrôle n'est pas une mauvaise chose en soi, mais elle est à vivre, comme tout dans la vie, en harmonie avec le lâcher-prise. Donc, à quel moment je lâche prise, à quel moment je contrôle. Ça, c'est vraiment une très bonne clé aussi voilà, que j'aime enseigner, faire expérimenter aux gens que j'accompagne. C'est à quel moment c'est important que tu contrôles, et en conscience, et à quel moment c'est important que tu lâches prise. C'est là qu'on peut réussir petit à petit à appréhender en fait notre émotivité, sensibilité et cérébralité. J'aime bien inventer des mots en général, hein, ça m'arrive. Qui est comme ça un petit peu intense parce que justement pour moi elle cherche la direction. Elle cherche la direction, elle cherche le sens. Si on a énormément d'énergie et une direction, rien n'est impossible. Ouais. C'est ça qui est excitant et c'est ça qui me donne envie de faire ce métier-là et d'aider les gens que je crois. C'est leur dire, waouh, moi je vois votre potentiel, hein, ça c'est mon don de naissance, et que depuis toute petite, je vois les dons des gens. Et justement, j'étais effarée de ce qu'ils n'en faisaient pas, en fait. Sauf qu'évidemment, ça s'est retourné contre moi. C'est que moi aussi, je ne voyais pas mon don. Hein. On voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de voir pour les autres. Hein. Puis à un moment donné, je me dis, mais toi, finalement. Et si tu te posais la question pour toi, au lieu de regarder sans arrêt vers les autres. Donc, il y a évidemment eu tout un travail intérieur que je continue de faire, évidemment. Hein. C'est jamais terminé. Pour pouvoir ensuite l'offrir aux autres de manière plus construite, constructive et carrée, on va dire, quoi. Oui, donc conscientiser déjà le chemin, la direction qu'on prend pour qu'elle soit vraiment choisie et pas subie. Et puis la conscience comme grande clé de manière générale. Tu parlais de contrôle de la volonté, donc déjà avoir conscience que je suis en train de contrôler, ou conscience que je ne contrôle pas et que là, ça serait peut-être pas mal que je contrôle justement, pour une fois. Donc ça, c'est cette conscience des choses, des pensées, des comportements. On l'acquiert comment, selon toi, selon tes méthodes? Déjà, en s'observant. En s'observant, c'est-à-dire que les moments où on craque, donc qui sont des moments de lâcher prise, c'est des moments où justement on ne peut plus contrôler, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la limite du contrôle. Et c'est là en général où on souffre, parce que tant qu'on contrôlait, on avait l'impression qu'on gérait le truc, donc il y a en général moins de souffrance. Puis au moment où ça craque, ça se voit surtout avec l'hyper-émotivité, en tout cas, l'émotion est reliée au corps, donc c'est très puissant, on a vraiment une souffrance intérieure très grande, de plus pouvoir gérer ce que l'on ressent dans telle situation ou dans telle situation. Ça nous permet déjà de dire, tiens, je suis allée au-delà de ma limite. J'ai trop contrôlé. Donc, comment est-ce que je peux, à un moment donné, une fois que j'ai lâché, eh bien, essayer de, je sais pas comment dire, de me repositionner dans la situation qui me génère de l'émotion, en ayant à la main le contrôle et le lâcher-prise. C'est-à-dire, c'est le contrôle, ça va nous permettre de nous préserver, d'accord? Et le préserver par rapport à l'extérieur. Et le lâcher-prise, ça va nous permettre de nous préserver par rapport à nous-mêmes, ok? Donc, il faut avancer avec ces deux manettes. C'est-à-dire, pour moi, une des clés, c'est avec qui je suis. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup que je contrôle mon émotivité quand je suis avec mon patron?
Oui, ça vaut le coup, effectivement. Ok. Par contre, est-ce que ça vaut le coup quand je crois mon émotivité avec mon conjoint? Ben non, ça vaut pas le coup. D'accord? C'est-à-dire, c'est avec qui je suis et quelle dimension de mon être peut être accueillie. Donc voilà, globalement, dans l'entreprise, si on est dans une entreprise assez standard, l'émotion n'a pas lieu d'être parce qu'elle ne sera tout simplement pas entendue et elle sera de toute façon jugée négative. Même la joie en entreprise, même les émotions dites positives, c'est pas bon. Il faut être sérieux, il n'y a pas d'émotion. Ok, donc là, ça vaut le coup, je contrôle parce que j'ai besoin d'être adaptée dans cette société-là. J'ai bien besoin de tracer ma route. Mais après, quand je suis avec des gens avec qui je peux vraiment être dans la totalité de mon être, là, le contrôle va me desservir. Parce que, et c'est vraiment ce que j'ai découvert aussi dans ma vie, j'étais évidemment une grande solitaire parce que, évidemment, quand on se sent un peu différent, en général, on se coupe des autres. On se dit, bon, apparemment, je ne les comprends pas, on ne se comprend pas, etc. Et en fait, tout au long de ma vie, j'ai eu d'abord des amis, puis après des thérapeutes qui m'ont permis de prendre confiance en l'autre. Et ça, du coup, pour répondre à ta question, c'est la clé. C'est la confiance en l'autre. La confiance dans le fait qu'il existe des gens qui sont capables de nous accueillir tels que nous sommes, avec des émotions inconnues, avec des déclencheurs qui les dépassent et qui peuvent tout à fait voilà, les accueillir, les écouter, les entendre. Donc, en premier lieu, évidemment, il y a l'espace de la thérapie pour reprendre cette confiance-là. Et puis après, quand on a repris cette confiance-là, on peut du coup la vivre dans le monde. On ne va pas demander à l'autre d'être un thérapeute, pas du tout, parce que lui va avoir ses propres déclencheurs émotionnels, va avoir sa propre émotivité, mais on ne va plus se sentir en danger, en fait, d'être dans cette hyper-sensibilité. Donc ça, pour moi, c'est une clé, c'est réussir à retrouver la confiance en l'autre. Et ce n'est pas évident parce qu'on a tous été blessés par l'autre. Et en premier lieu, par nos figures parentales qui sont censées être celles qui nous préservent, qui nous permettent justement de faire fleurir cette sensibilité. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ça prend du temps, d'autant plus qu'on s'est conditionné depuis des années à vivre dans cette bulle de non-confiance en l'autre, comme tu dis, et de ne savoir plus tenir ces deux freins, enfin ces deux manettes dont tu parles, le contrôle et du lâcher-prise, pour ne savoir que se servir de celle du contrôle et d'être toujours à fond. Donc ça se fait pas forcément en un jour non plus de retrouver cet équilibre contrôle lâcher prise. C'est un chemin aussi sur lequel toi tu recommandes de se faire accompagner pour pouvoir créer justement cet espace. D'abord retrouver la confiance en son thérapeute, son coach, son accompagnant, quel que soit son nom, et avant d'aller dans le monde pour retrouver du lien avec des personnes en qui on peut avoir confiance. Est-ce que la confiance en les autres, elle dépend pour toi d'une manière ou d'une autre de la confiance en soi et de la confiance en plus grand que soi? Alors, c'est sûr que c'est relié, mais ce qui est compliqué, c'est de savoir de qui la poule et l'œuf a commencé, parce que ça, je pense, ça va vraiment dépendre du trajet de chaque individu. Mais globalement, la confiance en soi, elle nous vient d'abord de la confiance en l'autre, parce que justement, on va prendre confiance dans ses figures parentales. Okay. C'est-à-dire, c'est papa, maman, les archétypes père-mère, hein, pas forcément papa, maman, on a pu être aussi soutenu par d'autres personnes importantes dans notre vie, vont pouvoir comme ça nous soutenir, nous dire ok, là c'est un petit peu compliqué, mais c'est ok. Et c'est par ce soutien, par cet amour qui nous est offert, par cette attention bienveillante, que petit à petit on construit la confiance en soi. Donc évidemment, là, on ne va pas tous être à 100%, enfin, voire même pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré des 100%. Okay, de fait, parce que on est éduqué par des parents qui ont eux-mêmes des manques au niveau de leur confiance en eux-mêmes et la confiance en la vie. Donc, de partie de là, effectivement, c'est par où je démarre. Est-ce que je démarre par développer ma confiance en moi? Est-ce que je démarre par développer ma confiance en l'autre? Ou est-ce que je démarre par développer ma confiance en la vie, donc en l'être, en Dieu, en la nature, peu importe l'idée. En fait, je crois que ça va être différent pour chacun.
Et une fois qu'on va avancer sur un chemin, quelque part, on avance sur les 3 en même temps, de mon point de vue. En tout cas, c'est le chemin le plus rapide, c'est de faire avancer les 3 en même temps. L'idée, ce serait de croire qu'un seul va fonctionner. Ça, je pense que c'est ça l'illusion. Les gens qui ne travaillent que sur leur confiance en eux-mêmes, ce sont des personnes qui vont être uniquement dans le développement personnel et sur l'aspect psychologique de la chose. Ça va déjà beaucoup réparer. Mais ça va quand même aussi fortifier l'ego. Okay, donc, il va y avoir à un moment donné une limite. C'est parce que l'ego est insatiable. Il recherche la perfection dans un monde fait d'imperfection. Donc, on va vivre des moments où on va être hyper confiant parce que là, tout marche et bam, il va forcément y avoir des moments où ça s'écroule et du coup, on se dit, mais c'est pas possible. Pourtant, j'ai travaillé sur moi, ça fait 15 ans que je suis en thérapie, etc. Donc, il va y avoir une limite. Si on travaille que sur la confiance en l'autre, bon, ce qui est un chemin déjà beaucoup moins répandu, on va d'abord prendre la confiance en la vie, parce que c'est un chemin plus répandu. C'est les 2 chemins qu'on emprunte en général. La confiance en une force supérieure, donc des personnes qui vont être très investies au niveau de la spiritualité, de la religion, vont effectivement avoir ce qu'on appelle de l'espoir. Okay, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme ça un souffle, une respiration, une ouverture vers quelque chose de plus grand qui va du coup les porter. Et c'est ça qui va leur faire sentir un peu de confiance en eux parce qu'ils ont confiance en la vie. Mais ils n'ont pas réglé les problèmes du petit moi et de l'ego. Donc c'est pareil, à un moment donné, bam, problème. Et là, ils vont dire, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais il ne nous a pas abandonnés. Il nous dit juste, règle tes problèmes aussi, règle tes blessures, utilise-moi pour te guérir quelque part et trouver ta confiance en toi. Donc, à un moment donné, pour moi, ces 2 mondes, ils doivent se retrouver. Hein, c'est pour ça que mon accompagnement, il est psycho-spirituel. Okay, on va à la fois travailler l'aspect psychologique de l'être, toutes les parts en nous qui parlent, toutes les adaptations, etc. Et la rencontre avec l'aspect spirituel, parce que du coup, il y a la confiance en moi qui rencontre la confiance en la vie. Et ça, dans mon accompagnement, ça donne la capacité à oser avoir confiance en l'autre. OK ? Parce que de fait, si on veut emprunter la voie de la confiance en l'autre, c'est-à-dire s'il y a une petite voix intérieure qui nous dit non, mais l'autre, il est génial, etc., je peux avoir confiance en lui, etc., on va développer notre empathie, notre capacité à distinguer quand faire confiance, quand ne pas faire confiance, hein, parce que l'idée, c'est de ne pas te faire confiance de manière sans discernement. Donc ça va être très précieux. Mais il y a des moments où on va se tromper par manque de discernement, justement. Et là, on en revient à nouveau à confiance en moi, confiance en la vie. Tu vois, donc c'est vraiment une harmonie entre les 3. Donc c'est normal qu'on ait plus envie de travailler l'un que l'autre, et ça, c'est OK. Mais je pense que c'est intéressant qu'à un moment donné, on se dise, tiens, c'est lequel des 3 que j'ai le moins bossé, qui m'a le moins attiré. Et vous allez voir que si vous faites juste un petit pas, et ben ça va décupler ce que vous avez travaillé dans l'autre voie. C'est ce que j'étais en train de me dire en t'entendant. C'est clairement ces 3 formes de confiance qui sont nécessaires pour avancer. Et on va avoir des appétences pour travailler sur l'une ou sur l'autre, mais de toute façon, en travaillant sur l'une, on commence déjà à travailler quelque part sur les autres. Il y arrivera à un point où on va se retrouver bloqué parce que ce chemin-là, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire en l'état et qu'on a besoin d'aller voir d'autres points pour continuer à avancer sur ce chemin si on le souhaite. Donc, quelle que soit la voie qu'on a empruntée, de toute façon, il y a des chances pour qu'elle nous amène à aller explorer les autres. C'est ce que tu dis. C'est ça, exactement. Oui, parce quand on sent à un moment donné la limite nous confronte à un autre monde derrière. Et si on ose, si on est un chercheur sincère, voilà, c'est ça le problème, c'est que nos croyances souvent nous enferment et enferment cette part de sincérité qui est qu'on a besoin de se renouveler sans arrêt et qu'il est utile de ne pas rester sur nos acquis. Nos croyances, elles sont amenées à tout le temps bouger, à évoluer vers des croyances de plus en plus grandes et inclusives, en fait. Jusqu'à peut-être un jour ne plus avoir de croyances, mais que des expériences. Moi, je suis vraiment
une femme d'expérience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le groupe Facebook Les Explorateurs Lumineux. C'est pour aider les personnes sur leur chemin d'exploration lumineuse, c'est-à-dire l'exploration de leur propre lumière intérieure, oser capter leur intuition et se laisser guider par elle, parce que c'est ce qui va permettre le plus grand renouvellement, en fait. Et tous les zèbres ont une grande capacité au renouvellement. Ça, je trouve que c'est un des critères, c'est que le fait comme ça d'être multipotentiel, d'aller partout, c'est bien qu'il y ait cette capacité à voir plein de choses, donc à se renouveler. Et ça c'est vraiment très précieux et c'est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer quand on se définit ainsi. Je connais bien ce renouvellement dont tu parles, ce besoin de se renouveler. J'ai pendant longtemps eu la sensation que chaque fois que j'arrivais au bout de quelque chose, enfin au bout de ce que moi je cherchais par rapport à quelque chose, je passais à autre chose et que ça s'était un peu balayé. J'avais creusé un sujet suffisamment pour moi de passer à un autre sujet. Alors des sujets qui parfois n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Avec le recul, je me suis rendu compte quand même que si, il y avait ce fameux fil conducteur dont tu parlais au début. Cette volonté de se renouveler en permanence, pour toi, quand on est zèbre en particulier, pour toi, elle s'arrête à un moment, elle sera là tout le temps et elle nécessite d'être canalisée, elle sera là tout le temps et c'est super, on peut l'accueillir. Qu'est-ce que tu aurais à partager là-dessus? Alors, je pense qu'elle sera là tout le temps parce que c'est la vie. La vie se renouvelle sans arrêt. Donc, moi, c'est ma plus grande, comment dire, mon plus grand maître, c'est l'observation de la nature. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par des études d'écologie. C'est parce que j'étais en admiration devant les cycles de la nature. Donc, la nature se renouvelant toujours, nous serons sûrement appelés à tout le temps nous renouveler. Mais l'idée, c'est comment dire, le renouvellement m'évoque la roue dans le tarot de Marseille et donc le chiffre 10. Et en fait, si nous sommes une roue, mais que notre conscience est à l'extrémité de la roue, ben, on se renouvelle et on a la tête complètement, qui touche le sol à chaque fois, et donc on est sans arrêt sans dessus-dessous. Donc c'est évidemment très perturbant parce qu'on fait une chose, puis une autre, et puis ça bouge et ça avance, et on a mal au cœur. Donc en fait, l'idée, c'est de garder ce renouvellement, mais en se rapprochant du centre. Parce que si vous êtes au centre de la roue, vous voyez ce que ça fait? Vous sentez le mouvement, mais c'est très agréable. Okay, donc c'est ça, c'est ce centrage pour moi qui est la clé. C'est pour ça que je parle à chaque fois de spiritualité, de transcendance, c'est que finalement, c'est un travail de se recentrer sur ce qui est essentiel et important à l'intérieur de moi. Et donc des qualités qui sont des qualités supérieures, comme voilà, la paix, l'amour, la joie, la sérénité, après la liberté. Après, chacun a une affinité, on va dire, avec une ou l'autre des grandes qualités humaines. Ouais. Un renouvellement sans cesse. J'ai toujours été fascinée par ça aussi dans la nature, cette espèce de force vitale qui pousse des choses à sortir du sol, à grandir, à monter à l'encontre de la loi de la gravité pour aller chercher la lumière. Ça m'a toujours fascinée. Je me suis dit d'où vient cette force, et même dans une graine, tout le potentiel qu'il peut y avoir. Il suffit de mettre un peu d'eau, de terre et du soleil, et tu vas voir ce truc qui va jaillir de terre. C'est fascinant, et je retrouve ça à l'intérieur de l'être humain aussi, cette volonté d'évoluer, de grandir, de progresser, chacun ses mots. Mais on a beau se retrouver au fond du fond, il y a quasiment toujours cette petite étincelle, cette lueur d'espoir qui nous donne envie d'aller chercher ça. Et ça, je crois que oui, ça sera toujours là. Maintenant, effectivement, pour ce besoin de renouvellement permanent, je suis d'accord avec toi, plus on va être proche de soi, de son essence, de son âme, plus ces renouvellements vont venir nourrir. Et finalement, j'aime bien l'image que tu prends je l'ai tirée juste avant la session, la roue de fortune. Excellent. La roue de fortune. Et donc, effectivement, on voit bien que si on est là, on galère, on monte, on est au sommet, on redescend, enfin, on passe son temps à monter, à trôner, à se casser la gueule. Alors que si on est là, effectivement, ça devient un mouvement beaucoup plus agréable, presque
presque berçant, quoi, ce petit roulis où on se laisse porter. Ben voilà. Du coup, j'en profite pour montrer ma traduction, tu vois, dans mon tarot numérologique. C'est du coup, on se laisse bercer par le mouvement de l'univers. Ouais. Tu vois, c'est un petit bonhomme qui est tranquille, peinard, qui se laisse aller dans le courant de la vie parce que la vie le porte à l'endroit Ouais. où c'est le mieux pour lui. Et l'idée aussi par rapport au renouvellement et à l'image que tu prends des graines et des fleurs, de cette force germinative aussi qui m'émeut énormément, c'est que du moment qu'on accepte d'être la graine que nous sommes, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, d'être un pissenlit, et d'arrêter de vouloir être un myosotis, une tulipe ou quoi que ce soit, et du coup le renouvellement, il se fait tranquillement parce que ben, voilà, à un moment donné, je sais que je serai à nouveau un pissenlit. C'est ça. Et c'est bon d'être un pissenlit. Et c'est pas moins bien que d'être une rose ou un pétunia. Donc, une des grandes clés aussi, c'est d'arrêter la comparaison. C'est ça. Et c'est un petit peu ça qui me gêne au niveau des étiquettes. On en avait un petit peu parlé en préparant cette interview. C'est que je pense qu'une étiquette comme zèbre peut être autant utile qu'à un moment donné enfermée et limitée. Et elle est utile pour moi dans le fait de rassembler. Moi, c'est vrai que j'ai découvert cette étiquette après avoir déjà bien avancé, donc elle ne m'a pas forcément aidée, mais je me suis souvenue, après avoir parlé avec toi, que j'avais été très aidée à l'époque, quand j'étais ado, par l'étiquette enfant indigo. Puisque je me sentais très différente, je ne comprenais pas pourquoi les copains, les copines de ma génération, je ne sais pas comment dire, ne s'intéressaient pas au même sujet que moi, etc. Et d'être tombée sur les enfants indigos, donc cette étiquette m'avait vraiment aidée. J'avais rencontré d'autres enfants indigos, du coup. Donc, je m'étais voilà, rassemblée avec d'autres personnes et ça m'avait fait un bien fou. Voilà, donc ça, je pense que c'est à ça que sert l'étiquette, c'est à se reconnaître. Mais après, évidemment, je me suis rendu compte qu'en fait, enfant indigo, c'était juste une manière de dire être humain en quête de sens. Voilà. Et finalement, on peut le mettre sur toutes les étiquettes. C'est être humain en quête de sens, mais qui est contrarié par la société actuelle. Et un hypersensible, pour moi, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est un être humain normal, un être humain dans sa splendeur, mais contrarié par la société dans laquelle on est, qui enferme encore l'être humain, qui n'est pas encore le terreau qui permet à la créativité, à la multidimensionnalité de notre être de s'exprimer. Ok. Donc, du coup, c'est ça. Je suis toujours vigilante avec les étiquettes. C'est jusqu'à quand ça m'aide et jusqu'à quand, à un moment donné, ça peut me desservir parce que ça va m'empêcher d'être moi-même. Je ne suis pas hypersensible ou zèbre ou quoi que ce soit. Je suis qui je suis, quoi. Ok, donc voilà. Du coup, je ne sais plus d'où j'ai démarré ça. Mais c'était important. C'est important de le préciser. Je suis d'accord avec toi. Que l'étiquette ne serve pas d'excuse aussi pour ah bah non, bah, c'est parce que je suis zèbre, je suis comme ça, donc c'est bien normal que. ouais. Mais par contre, effectivement, ça peut aider des gens sur leur chemin. Vas-y. Ça y est, je me souviens pourquoi j'ai parlé de ça. Je parlais de la comparaison, cet ennemi incroyable. Donc effectivement, ça va m'aider à me comparer à des pairs. Donc ça va me faire du bien à un moment donné. Mais si je me compare à des pairs, à un moment donné, je me compare aussi à ceux qui ne sont pas mes pairs, à tous ces qui sont pas hypersensibles, qui sont pas hyper, tu vois. Même si on va pas le dire comme ça, on a toujours une petite part à l'intérieur de nous qui dit si tu es différent, c'est pas bien, ok? Parce que c'est ce qu'on a reçu hein, comme injonction. Et c'est là où justement l'étiquette elle peut nuire aussi, c'est qu'elle me met du coup dans une comparaison avec les autres, avec ceux qui ne sont pas comme mon étiquette, voire même parfois avec ceux qui sont dans mon étiquette parce qu'on va avoir du mal à se reconnaître. Oui, mais toi, du coup, tu es plutôt comme ça, tu es plutôt comme ça. Alors là, la comparaison, les amis, mais il n'y a rien de pire. C'est vraiment pas évident. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui s'est levé dans ma vie de manière un peu magique. Donc, j'ai du mal à aider les autres à modéliser ça. Mais je crois que je suis allée au bout, quoi. Je suis allée à une espèce de limite, quoi. À force de me comparer, que ça me prenne tellement la tête, à un moment donné, j'ai dit stop, en fait. En fait, stop, j'en peux plus. Je fais le choix de ne pas me comparer. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des élans de comparaison hein, qui viennent. Hein, c'est comme tous les jugements. On ne peut pas ne pas juger, en fait. Hein, ça vient, ça vient. Mais à un moment donné, je relâche. Non, en fait, j'en ferai rien. Ce premier élan de comparaison, en fait, clac.
Je le laisse tomber par terre parce que ça n'a pas de sens. Et ça, vraiment, c'est hyper, hyper important d'accompagner les gens. Puis alors, surtout, je dirais les enfants. Ça, je crois qu'il y a vraiment, si on pouvait dès l'enfance les aider à ne pas se comparer les uns les autres, eh ben, on enfanterait une génération beaucoup plus libre d'être elle-même. Et tu fais partie, comme moi, de ces gens qui pensent que une des solutions, une des véritables clés, c'est dans l'éducation des adultes de demain. Exactement. Je suis hyper d'accord avec toi sur la comparaison et comme toi, j'ai eu un déclic à un moment. Alors, je ne suis pas guérie de la comparaison aux autres, loin de là. Mon petit ego en est encore là. Mais ça a commencé à faire tilt chez moi avec ce terme hypersensible. Alors, les zèbres, savoir que j'ai été zèbre, moi, ça m'a aidé à revoir mon histoire un peu différemment, voilà, me la raconter un peu différemment. Ça va souvent avec le terme hypersensible. Et là, je me suis dit, attends, hypersensible, mais parce qu'il y a une norme de sensibilité, en fait. Il y aurait, pour dire que c'est hyper, que tu es au-dessus de la norme, c'est qu'il y aurait une norme de sensibilité. Mais qui a fixé cette norme et sur la base de quels critères? J'avais lu quelque part, je ne sais plus où, on dit que c'est pas normal de réagir comme certains zèbres pourraient le faire, qui sont trop machin, pas assez ceci, pour un petit truc, ils vont se mettre à pleurer ou être émus aux larmes devant un coucher de soleil. On va dire ça, c'est de l'hypersensibilité. Mais se mettre à hurler comme un malade devant un match de foot parce que ton équipe a marqué un but et connaître une joie, une allégresse pour ça c'est normal. Donc, ça me paraît quand même très, très subjectif. Donc, voilà, le terme d'hypersensibilité qui pose déjà une comparaison, en soi, finalement, il ne veut pas dire grand-chose. Donc, en prenant conscience de ça, ça m'a aidé à déconstruire pas mal de choses de la comparaison avec les autres. Et effectivement, en venir à... Et je suis en tout début de chemin par rapport à ça, parce que tu parlais au début d'avoir confiance en les autres, plutôt que de se comparer et de les voir comme des ennemis qui vont faire mieux que toi et qui vont t'écraser. Mais c'est des alliés, en fait, on est tous main dans la main sur le chemin de la vie, avec nos obstacles, nos lumières et tout ce qu'on doit traverser, quoi. C'est ça. Après, la comparaison, ça peut être un émerveillement. Hein, c'est-à-dire, je me compare à toi, pas dans l'idée de me dire que je suis moins ou que je suis plus, mais juste que je suis différent et singulier. Là, ça a du sens. C'est waouh, ah oui, toi, tu fais ça. Mais c'est génial. Ah ben écoute, moi, je fais ça. Ah, mais voilà. Là, oui, là, la comparaison a du sens. Le problème de la comparaison, c'est parce qu'il y a toujours un jugement derrière qui est je suis moins bien ou je suis mieux, qui est la même face d'une même pièce. Moi, c'est vrai que j'ai été beaucoup dans la phase de l'arrogance et du complexe de supériorité, mais qui cachait un complexe d'infériorité dramatique, en fait, hein, et de manque d'estime de moi. Donc, c'est la même chose, en fait. C'est exactement la même chose. Je pense que quand on a vraiment l'estime de soi, il n'y a pas grand-chose à prouver à personne, mis à part à soi, parce qu'on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, la vie devient beaucoup plus douce, beaucoup plus douce. Ouais, c'est c'est un peu la même démarche que quand on cherche l'excellence plutôt que la perfection. On est en rapport à soi-même plutôt que par rapport à un idéal qui, de toute façon, n'existe pas. Ou s'il existe, il existe juste un instant et l'instant d'après, il n'y a plus. Je suis bien d'accord avec ça. J'aime bien cette maxime-là, effectivement, de chercher l'excellence plutôt que la perfection. Super, c'est un échange riche. On va assez loin. Je te remercie de nous emmener dans ces directions-là. On n'a pas vraiment parlé de tes outils. Alors, tu nous as parlé de la numérologie. Tu es magnétiseuse humaniste aussi. J'aimerais bien que tu nous en dises un petit mot. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que mes 3 outils phares, en fait, sont la numérologie, le tarot, qui est un tarot issu de mon travail en numérologie, parce que j'ai créé un tarot numérologique de votre chemin de vie, donc celui dont je t'ai montré une carte tout à l'heure, et le magnétisme humaniste, effectivement. Pour te parler du magnétisme humaniste, je vais juste rapidement revenir sur les 2 premiers. Pour moi, la numérologie, c'est un outil de connexion et de décryptage, de prise de conscience. Le tarot, c'est plus un outil d'aide à se connecter à ses intuitions et donc de prise de décision. Et le magnétisme humaniste, en fait, ça va être un outil de transformation de l'être.
Le magnétisme humaniste, en fait, c'est une pratique, une technique, un état d'esprit aussi, qui va observer l'individu dans sa globalité et qui, grâce à la perception énergétique en fait, des blocages, va aider à mettre le point en fait, à l'endroit où il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et on va y mettre du sens. Donc, c'est vraiment un travail psycho-énergétique, c'est-à-dire que rien n'est fait dans le champ de la personne sans sa conscience propre. Nous, on est là pour faire au maximum 49% du travail et c'est la personne qui doit faire au minimum 51% du chemin. Tout simplement, pas parce qu'on est des feignants, mais parce que ça n'a aucun sens si ce n'est pas la personne qui bouge à l'intérieur d'elle-même. Tout ce qu'on va faire, même si on peut avoir de grandes capacités énergétiques, enlever plein de trucs, clac, ça va revenir aussi sec dès que la personne aura fermé la porte du cabinet. Donc l'idée, c'est vraiment d'être là pour amener la personne au bon endroit, à la prise de conscience en toute sécurité de là où ça dysfonctionne et effectivement de faire le travail énergétique nécessaire avec la prise de conscience pour que la personne, du coup, change ses comportements dans la vie. Hein. Et ce qui est chouette avec cet outil, c'est qu'on a accès, du coup, comme je le disais, à tous les niveaux de l'être. Donc, pour une même problématique, pour certaines personnes, ce sera au niveau physique qui voudra surtout agir. Pour d'autres, ce sera au niveau émotionnel, d'autres au niveau plutôt psychique et croyance, d'autres plutôt au niveau spirituel ou vie antérieure ou problème de l'âme, blessure de l'âme. Donc, et puis, on va dire que pour les gros problèmes, souvent, c'est un petit mélange de tout ça. Et que nous, on va surtout être efficace au niveau énergie. Donc, l'énergie, c'est ce qui met en lien, en fait, toutes ces données. Hein, donc, on va ou reconnecter des données ou déconnecter des données qui vont remettre de l'harmonie et replacer la personne dans quelque chose d'actif, en fait. On va la replacer dans l'action juste. Très intéressant et complet. Oui, c'est un outil vraiment fabuleux, qui m'a permis justement d'assumer mon chemin de vie. Parce que sa vision globale m'a permis de retrouver la vision en fait, scientifique, écologique que j'avais de la planète. En fait, je l'ai adaptée à l'être humain. Et la dimension psycho-énergétique, du coup, comme je te l'ai dit, j'avais déjà fait pas mal de psy avant, donc j'ai tout de suite, clac, bien embranché avec ça, avec ce besoin de sens. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce côté assez excitant de voir combien l'énergie transporte des informations, en fait, qui nous permettent de faire évoluer les choses. C'est vraiment quelque chose d'excellent et de génial. Et d'ailleurs, là, il va bientôt sortir. Là, je suis en train de faire une vidéo avec un ami réalisateur sur les bases scientifiques des soins énergétiques pour soutenir justement tout ce qu'on utilise depuis que l'homme est sur cette planète, mais de voir qu'il y a quand même déjà des postulats scientifiques qui sous-tendent l'existence de cet art de guérir par l'énergie. Donc là, on va faire une première vidéo sur les bases scientifiques du champ électromagnétique de l'être humain. Et voilà, si ça fonctionne, si ça soutient, si ça aide les gens, on essaiera de faire une série sur un petit peu les différents regards sur l'énergie et sur l'invisible. Ah, ça serait super intéressant. Je retrouve un peu la démarche que j'avais suivie pendant un temps avec le yoga, qui a été de déconstruire, d'arriver à reconstruire plutôt que de déconstruire scientifiquement ce qui se passe quand on fait du yoga, parce que l'énergétique, le yoga, c'est à peu près la même chose. Le yoga utilise l'énergétique et tout ça a été découvert de manière très empirique. Et aujourd'hui, dans un monde très cartésien où on a besoin d'avoir des preuves scientifiques de tout, même si on sait que ça marche, même si on en a vu les effets, même si on le sent, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des preuves et des études scientifiques. Donc, c'est top que vous vous engagez dans cette démarche. Parce que pour moi, aujourd'hui, un accompagnement holistique, il ne peut pas ne pas travailler sur la dimension énergétique, quels que soient les outils qui sont utilisés. Donc, je vous encourage vivement dans cette démarche et j'ai hâte de voir la vidéo. Ah ben oui, je te tiendrai au courant. On met en lien sous cette vidéo, autour de la vidéo, vous la retrouverez si ça vous intéresse. Magali, un petit conseil final pour les personnes qui voudraient avancer sur leur chemin de vie
comme toi? Eh bien, je vais peut-être les amener à utiliser mes ressources offertes et disponibles sur ma chaîne YouTube. Si elles n'ont vraiment jamais pris connaissance de leur chemin de vie ou si elles sont curieuses de découvrir ma manière de vous en parler, sur ma chaîne YouTube, il y a toute une playlist sur Écoute ce que ton âme a à te dire, où je décortique en fait les 22 chemins de vie, puisque moi je fais de la numérologie à 22 nombres. Donc, tu peux tranquillement faire d'abord tes calculs, vérifier qu'on est d'accord sur le calcul, et ensuite mettre tes écouteurs, fermer tes yeux et entendre le message de ton âme par rapport à ton chemin de vie. Ça, c'est une super ressource pour te reconnecter, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à ton essentiel, à ton centre, pour te poser des questions, mais cette fois-ci dans la bonne direction. Voilà, ça, je crois que c'est le conseil le plus pratique que je puisse donner à la suite de cette vidéo, c'est-à-dire de sortir un petit peu de la théorie qu'on a investiguée aujourd'hui dans cet entretien et de passer à la pratique de suite en allant un petit peu écouter quel est votre chemin de vie et en espérant que ça vous aide à vous centrer et à utiliser votre zébritude comme une ressource plutôt que comme un handicap. Ouais, super. On met le lien de tout ça sous la vidéo aussi. On mettra le lien vers ton site internet si on veut en savoir plus sur ton travail, te retrouver. Et une dernière chose que tu voudrais partager? Eh bien, nous sommes dans les temps du solstice d'hiver. Donc, peut-être juste 2 mots sur cette période qui est vraiment une naissance de l'être. C'est un moment où vous pouvez vraiment utiliser justement les énergies de la nature pour vous renouveler dans le bon sens, dans le sens qui est le vôtre. Donc, c'est un moment où on finit une introspection, en fait, c'est le moment de la plus grande nuit, pour petit à petit remettre du jour, c'est-à-dire se réouvrir vers l'extérieur. Donc, je vous invite vraiment à être dans la joie de vivre ce moment-là, en fait, de réouverture et de l'utiliser pour décider de prendre ce qu'on dit les bonnes résolutions qui seront juste celles d'avancer sur votre chemin de vie, de révéler votre unicité et votre lumière. Merci Magali pour cette interview et toutes ces ressources que tu partages avec nous. Voilà, vous avez toutes les infos sous la vidéo si vous voulez suivre le parcours de Magali. Profitez de cette période de l'équinoxe pour vous reconnecter à votre soi par la numérologie par exemple. C'est un très bon moyen de commencer à avoir un sens, une direction et une signification. Je te remercie beaucoup Magali pour cette interview. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes tous des lumières, nous sommes tous des lumières et gardons foi dans ce monde qui est en construction. Il ne tient qu'à nous. Super. Merci. À bientôt.